final, c'est que cette recette est extrêmement efficace. C'est sans doute l'une des méthodes les plus assurées pour le connaître et pour le vivre. Mais de quoi parlais-je depuis tout à l'heure? De bonheur, mais qu'est-ce le bonheur? Le mot est bien galvaudé, surtout aujourd'hui, où c'est devenu une spécialité littéraire à succès que de donner les recettes pour connaître le bonheur, le développement personnel vers le bonheur. Grand courant et grand phénomène de société. La définition à laquelle je suis arrêté du bonheur est relativement simple. Elle part déjà d'une référence avec laquelle je ne vais pas vous ennuyer, qui est une référence philosophique d'un philosophe très ancien, qui est Spinoza, pour lequel le bonheur, c'était la capacité pour chaque être vivant de persister dans son être, dans ce qu'il était, c'est-à-dire d'exprimer ses potentialités. La raison pour laquelle je pars de cette définition très large de Spinoza, c'est qu'elle vaut pour nous aussi, mais de manière qui ne peut pas se résumer à l'application de cette définition pour nos amis les bêtes. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que parmi mes coupables activités, il y en avait une qui était liée depuis très longtemps aux chevaux. Je suis un homme de cheval, j'ai eu des chevaux, j'ai eu un club équestre dans l'ouest de la France. Et j'ai longuement observé mes équidés. Et je sais bien ce que c'est qu'un équidé heureux. Lorsque le printemps venu, dans l'herbe fraîche du début mai, plein de fleurs, de pâquerettes, de boutons d'or, elle est là, les oreilles dressées en avant, le poil luisant, les yeux aussi, qu'elle part dans des cabrioles, des sauts de gaieté, des galopades folles, qu'elle boit l'eau fraîche et claire, qu'elle se roule, que lorsque le moment est venu, la nature, les chaleurs, elle manifeste que, ma foi, elle recevrait bien les hommages d'un étalon, et qu'elle les reçoit. Ma jument est heureuse. Il n'y a pas de doute, tous les signes en existent. Et ça n'est pas totalement étranger à notre bonheur à nous. Ma foi, quand, pas toujours de l'eau fraîche, mais quand on boit ce qu'on a envie de boire, que nous sommes dans un endroit agréable, que nous pouvons aimer, on trouve qu'on est bien. Mais évidemment, être humain n'est pas simplement, ne se limite pas à ce que c'est qu'être équin, qu'être un cheval. Nous sommes des êtres de projet, de pensée et de projet. Nous imaginons ce que sera l'avenir. Nous imaginons le chemin que nous voulons parcourir pour nous engager dans l'avenir. Ce que ne fait pas mon équidé préféré, selon toute évidence. Si bien que le bonheur ramené à l'humain va prendre une définition différente. Le bonheur, c'est ce que l'on ressent quand ce que l'on vit correspond à ce que l'on espérait vivre. L'on avait un projet, l'on espérait aimer, éventuellement fonder une famille, on aime, on fonde une famille, on a des beaux enfants, on est heureux. On espérait parvenir à la solution de telles grosses difficultés, gros problèmes. Pour un alpiniste, il a fait une première. Pour le chercheur, il a enfin trouvé les lois élucidant la question scientifique sur laquelle il travaillait avec peine depuis si longtemps. Il est heureux. Je me mets à marcher et je me connais bien. Je sais que la vision de la beauté des rencontres, la beauté des paysages, la beauté des sons, la beauté des odeurs, la beauté des bâtis,
provoquera chez moi une très grande joie et j'imagine que j'en serai heureux et je me mets en marche. Je connais tout cela. J'en ai les joies. Je suis heureux. Je m'engage dans une vie qui peut être une vie monastique, dans un autre cadre. Je réfléchis longuement pour lui donner sens. Je parviens à lui donner sens. J'essaye de vivre cette vie monastique selon le sens que je lui ai donné, en ne recevant rien que je ne reconsidère par moi-même. Et mon chemin monastique se poursuit, j'imagine, je ne l'ai pas vécu moi-même, mais je crois que Sœur Simone l'a vécu, j'imagine, je suis heureux. Voilà ce qu'est le bonheur. Et ce que je vais vous expliquer, c'est pour quelle raison, en effet, la marche est sans doute un moyen tout à fait extraordinaire pour aller le quérir là où il se trouve. Et cela toute sa vie. Je le ferai en déclinant plusieurs items du bonheur, mais auparavant, il faut que je rappelle, je l'ai déjà dit il y a 20 ans, plus même peut-être, que j'ai fait des conférences à Saint-Jacques-de-la-Mer. Donc j'ai eu l'occasion de vous parler à certains d'entre vous, bien des fois déjà. Toute ma vie, j'ai marché. J'ai tellement toute ma vie marché que lorsque l'on me demande ce que représente pour moi l'activité de la marche, je me récris presque avec indignation, en indiquant que pour moi la marche n'est pas une activité, c'est une manière d'être. Je suis un être, je suis un homme qui marche. J'ai été président de l'université René Descartes, Paris Descartes. René Descartes disait « je pense, je suis, je pense donc je suis ». Ergo sum. Eh bien moi, je ne pense jamais mieux, je vous le redirai tout à l'heure, qu'en marchant. Donc, je puis transposer la citation si connue de Descartes en « je marche donc je suis ». Et d'ailleurs, j'aurais beaucoup de difficultés, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer ce que je pourrais être si je ne marchais plus. Je suis né à la campagne dans un très petit village, juste à la frontière du Berry et de la Touraine, dans lequel je suis resté jusqu'à l'âge de 5 ans, gardé par une femme, une paysanne extrêmement pauvre, qui n'avait pour se déplacer d'autres moyens que la marche. Et donc, petit garçon, dès que j'ai quitté la poussette, je trottinais derrière le groupe d'adultes qui se rendaient à des invitations dans les villages des environs, un repas dominical, à une noce, que sais-je, aller-retour, ça faisait déjà des kilomètres. Lorsque mes parents sont venus me prendre dans ce petit village, je les connaissais naturellement, mais ils n'étaient pas vraiment mon univers affectif proche. Mon univers affectif proche, c'était cette femme, ma maman nounou. Maman nounou. Ça a été terrible. J'étais accroché aux jupes de cette paysanne qui avait déjà une quarantaine d'années. Mes parents essayaient de me décrocher, mes petits doigts agrippés dans la laine, les uns après les autres. Je hurlais « Maman nounou, je ne veux pas te quitter ». Elle hurlait, elle aussi. Je me rappelle dans le village, à 400-500 mètres de là, la mule de Charlotte s'est mise à braire. Le vacarme a été tel que tous les chiens se sont mis à aboyer. Pour tout dire, mon départ du Petit Pressigny pour aller à Paris a été épique. Et ce kidnapping que j'ai considéré comme inouï, inacceptable, je l'ai fait payer cher à mes parents. J'étais déjà relativement cortiqué, si bien que
j'essayais d'imaginer, de projeter déjà dans l'avenir les conséquences des bêtises que je ferais pour sélectionner celles qui feraient le plus de peine à mes parents. Il s'agissait de me venger, il s'agissait de les punir. J'étais un petit garçon totalement impossible. Je rentrais en loque, un bras cassé, je foutais le feu à la maison, je faisais sauter les plombs, c'était horrible. Ils ont voulu me calmer, et donc ils m'ont mis au louveteau, au scout de France, et puis j'ai continué de marcher. Et donc toute ma vie, j'ai marché. Au départ, parce que ça s'est trouvé comme cela, et que j'y étais bien. Et puis parce qu'en marchant, l'on pense mieux qu'on ne pense en toute autre circonstance, en donnant un sens à la marche. Et pour moi, donner un sens à la marche, en réalité, c'est donner un sens à ma vie. Et donc, en donnant un sens à ma vie. Ces items à travers lesquels je vais décliner ce pourquoi marcher est un moyen d'accéder au bonheur, je vais les regrouper sous les termes de la pensée, la beauté, l'épreuve du sublime, l'amour de l'autre, la spiritualité, la relation au corps. En terminant, en tentant de répondre à la question, est-il possible de marcher vers le bonheur jusqu'au bout du chemin? Question qui n'est pas d'importance totalement négligeable. Tout d'abord, la pensée. Lorsque j'affirme qu'il n'est pas de circonstance plus propice à la pensée que la marche, je ne suis pas le premier à l'avoir observé. Au premier temps des religions, les pèlerinages ont existé. Tout simplement parce que cet effort, cette tension, avant que d'arriver au lieu de pèlerinage, le lieu suivant les religions, les rites de l'adoration, que sais-je, il y avait cette préparation mentale, intellectuelle, ce façonnage du pèlerin. Lorsque l'on a commencé à créer des monastères et même des églises, on a fait des cloîtres, on a fait des déambuloirs, car l'on sait que pour penser, et même pour prier, c'est quand même marcher qui le permet le mieux. Pour quelle raison la marche est-elle à ce point propice à la pensée? Je suis assez partisan de cette affirmation provocante de Nietzsche en disant qu'il n'y avait pas de pensée assise, il n'y a qu'une pensée debout et en marche. Montaigne disait la même chose, Rousseau le pratiquait, Kant faisait cette petite promenade d'1 heure tous les jours pratiquement. Un très grand nombre de penseurs se sont engagés dans cette évidence-là. La première raison, c'est que la pensée doit se stimuler. Elle est indolente parfois. Et donc elle a besoin d'être réveillée. Elle a besoin de connaître des incitations. La marche en offre à foison. Lorsque l'on marche, en permanence, on est saisi de 100 perceptions. L'oiseau qui chante, le torrent qui bruit au fond du vallon, le vent qui siffle entre les arbres, l'odeur, la fraîcheur, les paysages, les rencontres, tout, à chaque instant. Chacune de ces perceptions induit des sensations, et ces sensations, souvent, en passant par la mémoire, créent des émotions, raniment des souvenirs. De telle sorte que, bombardé par ces perceptions, ces sensations,
C'est une véritable stimulation permanente de la vie psychique qui s'offre aux marcheurs. La deuxième raison est que la pensée a besoin d'être structurée, d'être rythmée. On connaît très bien cela dans le domaine de la musique. Un compositeur, quelque talentueux soit-il souvent, pour arriver à écrire ce qui sera une ligne mélodique, a besoin de cet appareil, tac, 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 un métronome. Eh bien, évidemment, le marcheur, il a son métronome avec lui. Mettre un pas devant l'autre et puis recommencer, rythme naturellement le corps et rythme la pensée, qui s'enroule autour de ce rythme du corps. La troisième raison, assez prosaïque, en l'occurrence, est que marcher évite de s'endormir. Or, il est de notoriété publique que quand on pense intensément, confortablement installé dans un fauteuil de première classe, au train et même de deuxième classe, ou de l'avion, ou bien chez soi, une demi-heure après, on dort à point fermé. Quand on marche, on ne s'endort pas. Si il arrive qu'on s'endort, on tombe par terre et ça vous réveille. Donc, il n'y a pas de circonstance où l'on peut, si l'on marche 10 heures dans la journée, où l'on peut penser pendant 10 heures. Par ailleurs, la marche évoque une pensée et par l'effort qui est consenti, lui donne de la valeur en elle-même, ce que l'on verra par cette transfiguration de la beauté, par l'effort même qu'est l'effort de la marche. Cela me permet d'aborder cette question de la beauté. De la même manière que j'ai défini ce qu'était le bonheur, définition simple, vous pourrez vous remémorer ma définition, elle correspond sans doute à tous les éléments, toutes les fois où vous avez eu l'impression d'être heureux. Je vais définir la beauté, rappeler des choses évidentes. La beauté n'est pas une caractéristique de ce qui est beau, c'est une caractéristique de la personne qui voit cela comme beau. En d'autres termes, ce matin, avec mon épouse, nous avons longuement cheminé dans l'estran, à marée basse, dans les îlots vers les Bouchots, puis ensuite jusqu'au bout de l'île des Ibiens. On a vu le Cap Fréhel, vers lequel nous avons l'an dernier marché, d'ailleurs. Et nous avons trouvé ça très beau, avec une lumière particulière, vous vous rappelez. Et le matin était un peu gris, et puis une luminosité singulière s'est levée, de telle sorte qu'il y avait des franges azur, des zones vraiment vertes émeraude, donnant tout son sens au nom de la côte d'émeraude. C'était une splendeur. Mais réfléchissons un peu. Pour l'essentiel, il a dû y avoir des modifications géologiques, mais pour l'essentiel, le flux et le reflux des marées, l'estran, les îlots qui se découvrent, dont quelque chose d'équivalent à l'île des Ébiens. Cela a existé bien avant qu'il y ait un homme ou une femme pour les contempler et trouver ça beau. Et quand il n'y avait personne pour le trouver beau, est-ce que c'était beau? C'est absurde de dire ça. Ça n'est beau que parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de l'éprouver comme beau. Et par conséquent, la beauté de votre paysage, c'est vous qui la projetez sur ce paysage. Et vous la projetez sur ce paysage parce que, à son contact, vous êtes profondément bien. Et que le contempler, vous en réjouir, vous en enrichir, provoque chez vous un ineffable bonheur, une joie extraordinaire.
La beauté est une caractéristique de l'être humain. C'est important pour expliquer la transfiguration de la beauté par la marche. La marche permet naturellement d'accéder aux différents types de beauté plus facilement que n'importe quel autre type de déplacement. Même quand on est à vélo, qui est agréable, c'est un peu rapide pour s'arrêter à un moment donné devant une innocente fleur des chemins, des bois, et quelque banale soit-elle, observer en mettant un genou à terre, en s'y arrêtant 5 à 10 minutes, qu'elle est d'une magnificence sans pareille. Ça, il faut être à pied. Il faut être à pied pour le filet d'eau qui persiste à l'estran n'est pas trop grand, rejoindre un îlot un peu plus loin, rentrer dans une anfractuosité des rochers, observer ces couleurs tout à fait extraordinaires, plutôt noires, là où il y a des coquillages, des restes de moules, quelques filets extrêmement blancs, le feldspath, et puis une roche granitique qui parfois est déjà ici est un tout petit peu rosée, ces grès, ces lichens, cette couleur blanchâtre du lichen séché ou des fientes de goéland, les deux, c'est une symphonie. Le moindre de vos rochers à l'estran est une véritable symphonie picturale. Comment voulez-vous voir cela sans marcher? Mais même quand la beauté n'est pas si évidente, la marche parvient à le rendre beau. Et je me rappelle, à ce titre, des impressions j'ai faites dans mes longues marches, vous le savez, car j'ai écrit des livres à ce propos, 2 grandes traversées de la France en 2013 et 2014, depuis les Ardennes jusqu'au Pays Basque et depuis la Pointe du Raz à Menton, à travers toute votre Bretagne. La première année, en 2013, j'étais parti le 8 mai, par le pire printemps que la France ait connu depuis un siècle, dit-on. Et de fait, il a plu matin, midi et soir entre le 8 mai où je suis parti et le 3 juin. Une température qui était à 2 degrés quand je partais. J'avais à supporter maints orages de grêle souvent. J'étais emmitouflé sous une cape, 5-6 couches. Et je marchais obstinément, sous une pluie qui ne s'arrêtait jamais, totalement frigorifiée. Le ciel était désespérant, de plomb. Qu'y a-t-il de beau là-dedans? Et alors je m'arrêtais et je me posais la question, mais à l'âge que tu as, Axel, est-ce bien raisonnable de crapahuter dans un temps épouvantable comme ça, alors que tu pourrais écouter un beau morceau d'opéra que tu aimes tant, au chaud, chez toi, entouré des gens que tu aimes. Et puis, dès que cette idée m'avait traversé l'esprit, je l'écartais. Je l'écartais parce que il me semblait totalement évident qu'en réalité, il n'était nul endroit, en France ou dans le monde, où je pourrais être plus heureux que ce que j'étais à ce moment. Et alors tout devenait plus beau. Certes, le ciel était plombé, mais il y en a partout en cette saison. J'arrivais à un champ de colzas en fleurs. Et le soleil qui faisait défaut plus haut m'illuminait totalement par en bas. J'étais dans cette effervescence dorée qui amène à voir le paysage différemment naturellement. Et puis, après que s'était éloignée cette flamboyance du champ de colza, phénomène singulier, comme une strie plus grise dans le bronze du ciel. Un espoir. Peut-être le bleu apparaîtra-t-il. Il n'apparaissait pas, mais l'espoir était beau. À ce moment-là, les peupliers tremblent, étaient agités par la bise. Un doux murmure.
qui était rythmée par un pivert un peu au loin. Un coucou étonné de tout cela se mettait à se manifester. Coucou. Quelques collines, quelques vaches blanches. Qu'est-ce que c'était beau quand même. Qu'est-ce que c'était beau. Cette beauté de tous les instants peut être partagée. Il y a la marche solitaire, la marche en groupe, la marche en couple, et bien entendu le partage de la beauté avec une personne aimée est également une extraordinaire occasion d'hymne à la vie, d'hymne à l'amour, avec comme une amplification mutuelle du plaisir de la beauté et de la beauté que l'on contemple et à laquelle on prend plaisir ensemble. La beauté partagée, c'est également la beauté des rencontres. Quelques souvenirs comme cela, tout à fait singuliers, la beauté des rencontres. En 2013, j'ai fait 850 km avec les pèlerins de Compostelle. Et je me rappelle sur le chemin de Compostelle avoir notamment plusieurs jours durant. Moi, je faisais des haltes pour faire des tours dans les endroits remarquables, mais par ailleurs, j'étais un marcheur plus expérimenté que la majorité des pèlerins. Donc, ils me devançaient et prenaient de l'avance les jours où je m'arrêtais en un endroit remarquable, puis après, je les rattrapais. Donc, ce couple-là, qui était une femme d'Occitanie, avec un type occitan, brune de peau, le cheveu noir. Elle allait à Saint-Jacques-de-Compostelle, je ne sais pas si elle allait jusqu'au bout ou bien jusqu'à la frontière espagnole, avec son fils, qui était un adolescent de 14-15 ans, un fin duvet sous le nez, sur la lèvre supérieure. Et j'ai pris plaisir à ralentir le pas et à observer ce couple fils-mère, parce qu'il était extraordinaire. Cette mère avait juste le comportement qu'il fallait par rapport à son adolescent. Le laisser libre, lui donner la pression et l'occasion de se manifester. Ne pas essayer d'intervenir lorsque une fantaisie l'amenait à faire telle ou telle chose, mais néanmoins être vigilante. Et lui était éperdument fier de sa mère. Et un jour que je les avais rejoints comme ça, je marchais un peu avec lui, la maman était 100 mètres, 150 mètres derrière. D'un coup, il me prend par le coude, il m'arrête, il se tourne vers moi et me dit « Quand même, hein, vous avez vu ce qu'elle fait, maman? C'est formidable, hein, c'est formidable. » Voilà, simple rencontre, c'est magnifique. Magnifique. Une autre rencontre que je me rappelle aussi, le mauvais temps s'était à peu près arrêté, mais durant toute cette période, j'avais déjà marché un millier de kilomètres, 1200, 1500 kilomètres. J'avais beaucoup pâti de ne pas voir les arbres fruitiers, avoir très peu mangé de fruits, et j'arrive dans le sud, en Haute-Loire. J'arrive, alors que j'étais déjà à mon étape, je fais une promenade l'après-midi pour visiter un coin que je n'aurais pas l'occasion de visiter le lendemain en repartant plus loin. Et je vois d'un seul coup sur le chemin la branche d'un cerisier qui s'offre à moi. Le cerisier, je ne sais pas, mais en tout cas les cerises. J'ai très envie d'en cueillir, mais il faut que je demande au propriétaire. Alors, je vais vous dire, il n'aurait pas été là, j'aurais rien demandé, je les aurais cueillis, mais il est là. Il est sur une échelle, et lui-même, dans son jardin, il cueille des cerises. Alors, très poliment, je lui demande, écoutez, monsieur, est-ce que je ne peux pas cueillir quelques cerises? Il me regarde et dit, mais oui, naturellement, mais écoutez, moi je suis en train d'en cueillir, j'en ai bien plus. Je vais vous les donner.
Alors il sort de l'échelle, il prend un sac en plastique, il vide son seau dans le sac en plastique, il me tend le sac. À ce moment-là, j'entends une voix féminine qui sort de la maison. « Albert, qu'est-ce que tu fais là, Albert ?» Et puis il y a une dame qui apparaît, elle regarde et écoute Albert. « Tu vas pas laisser partir monsieur comme ça. » Elle rentre dans la maison, elle vient avec un autre sac également plein de cerises. Elle mélange les deux sacs, je pars avec 7 kilos de cerises. Je les mange toutes, je suis malade comme un chien. Mais c'était magnifique, quoi. C'était magnifique. Voilà. La beauté des rencontres. Parfois, l'impression de parvenir à des points culminants de sensations indépassables. Je connais bien ce sentiment parce qu'il a toute une symptomatologie corporelle me concernant. Je chemine, je marche comme cela, et puis d'un coup, je suis comme freiné, parfois même comme pétrifié. Je sens comme une humidité sous mes aisselles, dans la paume de mes mains. Mes yeux aussi s'embuent, ma gorge se serre, et parfois je pleure comme une madeleine. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est l'impression du sublime. Je vais vous en donner quelques exemples, en commençant par une situation très singulière. Très singulière, qui explique le phénomène par lequel on peut pleurer de beauté, de joie devant la beauté. La sensation d'une beauté inouïe est violente, et elle convoque des réactions, des manifestations du corps. Or, on n'a pas une grande diversité de réactions du corps. Que voulez-vous faire quand vous avez ces sensations d'un paysage inouï, superbe? Vous n'allez pas applaudir pour vous-même, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas vous mettre à rigoler. On ne rigole pas d'un paysage. Vous êtes ému. Alors vous pleurez. C'est une mobilisation d'une expression classique du corps à un autre usage que son usage habituel. Une fois je l'ai mobilisé, cette expression corporelle, ces pleurs, a un double usage. C'est il y a bien longtemps. J'ai 30 ans. 3 ans auparavant, mon père s'est donné la mort. Je l'ai compté, j'ai écrit un livre à ce sujet, dont j'ai parlé ici. Jean, un homme hors du temps. Et dans la lettre qu'il m'a laissée avant que de sauter du train, moyen utilisé pour mettre fin à ses jours, il m'a enjoint d'être raisonnable et humain. Un fil directeur qui m'a permis de me retrouver dans le labyrinthe et d'éviter les dangers du Minotaure. Mon fil d'Ariane à moi. Sois raisonnable et humain. 3 ans après, par conséquent, je suis avec un groupe d'amis. On est vraiment dans la partie terminale du GR20 qui traverse la Corse. On a déjà fait toute la partie nord, on est dans la partie sud. On est descendu du Monte Renoso. Le dernier sommet, à plus de 2200 et quelques, c'est le mont Enclume, le Monte Incudine, pour ceux d'entre vous qui connaissez la Corse. Le temps est superbe, c'est matin de juillet méditerranéen, Corse, alors que les brumes de chaleur n'ont rien enlevé à la limpidité cristalline de l'air, où existe encore une petite fraîcheur, où le moindre brin d'herbe se met à scintiller sous l'effet des rayons du soleil qui se reflètent ou irisent les perles de rosée, ces petits torrents qui serpentent partout. Avant que d'arriver à l'arête sommitale du Monte Incudine, il y a une crête qui est très connue
des randonneurs qui s'appelle l'arête des statues. Son nom vient de ce que les roches gréseuses ici, il y a du granit, il y a du grès, ont des formes très évocatives, très singulières, qui ressemblent à des statues, les unes figuratives et les autres totalement abstraites. Vous imaginez par cette limpidité de l'air, cette fraîcheur, au loin, les golfes que l'on voit, le golfe de Porto Vecchio, à l'est. Déjà, on commence à deviner du côté de Bonifacio, tout à fait au sud. C'est d'une beauté inouïe, inouïe. Et je ressens cela, et en même temps, une idée singulière traverse mon esprit. Moi, je suis là, vivant, en pleine forme. Pleine forme. Mais papa n'est pas là. Il n'est pas là et il ne peut pas ressentir ce que je ressens. Il ne le pourra jamais. Et moi, je ne peux pas ressentir ce qu'il aurait ressenti peut-être en voyant cela si j'avais pu l'accompagner et le voir vieillir. Qu'est-ce que c'est formidable de voir vieillir les gens qu'on aime. Il avait 54 ans. Je ne le verrais pas vieillir. Et alors là, pour les deux raisons confondues, je me mets à pleurer, mais pas discrètement. Je hoquette de sanglots, très bruyamment. C'est gênant. Je me demande ce que mes compagnons, nous sommes en groupe, ont pensé de moi. Je ne veux pas me mettre en spectacle, je suis un peu ridicule quand même. Je veux rien expliquer. Alors je me rappelle que je m'en suis tiré en hâtant le pas, aussi vite que je le pouvais. Et puis, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ayant atteint le sommet, j'arrive à me rasséréner. Mes compagnes et compagnons n'arriveront que 20 minutes après. J'ai pris une bonne avance. Et je pourrais leur dire que mes yeux rougis l'ont été par la poussière du chemin. Mais sans évocation de Jean, mon père, j'ai maintes fois pleuré aussi ou été ému par ce que j'appelle l'épreuve du sublime. L'épreuve du sublime, c'est ce point culminant de la sensation, l'impression que la vigueur du bonheur est telle que rien ne peut la dépasser. Que tous les petits bonheurs antérieurs sont effacés, les petites peines aussi, et même les plus grandes peines. Et que la seule limitation à l'extase, c'est le sentiment vague quand même, et réaliste, que tout cela n'aura qu'un temps. J'ai plusieurs fois connu cela. Quelques évocations. Je me rappelle, je suis cette année-là, après le grand lac des Bouillouzes, dans les Pyrénées-Orientales. Nous avons planté notre tente au pied du mont Carlite, ce pain de sucre à 2900 et quelques que nous allons affronter le lendemain. Toute l'après-midi a été belle. Quelques isards, quelques marmottes qui se sont bien acclimatées dans les Pyrénées où elles ont été transplantées. Une promenade erratique, des rhododendrons séchés, quelques bousses de vache pour faire un feu le soir, un tout petit feu de camp, les étoiles que l'on regarde. Et puis le matin, à 3-4 heures du matin, la torche électrique, pas la frontale, on n'avait pas la torche électrique à la main, l'ascension du mont Carlite. Oh, c'est pas difficile, mais c'est une rude montée, sans palier. Et puis, arriver juste au moment où il faut. Lorsque, vers la crête espagnole, le soleil s'insinue entre les picos, les pics de la montagne espagnole. Et ils se mettent à allumer les uns après les autres les lacs et les laquais de cet extraordinaire paysage lacustre entre le mont Carlite et Font-Romeu. Singulièrement, en fonction de la végétation, de la profondeur, les uns sont comme argentés ou plus dorés,
bleu plus foncé, marine, azur, un peu vert comme la côte d'émeraude dont je parlais. La forêt qui descend vers Font-Romeu, plus loin, c'est inouï. Et une impression totalement extraordinaire. Avec, évidemment, cet élément supplémentaire qui est que l'effort a permis de gagner cela et que cet effort qui a été consenti démultiplie encore l'impression du paysage. Autre sensation de beauté, dans le Chézalier cette fois-ci, de sublime. Je me le rappelle, très longue étape entre la Gaudivelle et Blesle en Haute-Loire, la Gaudivelle dans le Puy-de-Dôme, passant par le sommet du Chézalier, le mont Suquet, puis une descente dans les prairies où sont là, multiples, innombrables, les vaches rouges à cornes de lyre, les salaires. On passe les clôtures avec des petites échelles en bois. Et d'un seul coup, je suis stoppé net. Il m'est impossible de prolonger mon chemin. Totalement impossible. Il y a là, devant moi, à perte de vue, des orchis tachetés, innombrables. Tous les 5 à 10 cm, il y en a une, et je ne vois pas la limite de cette étendue. Les unes sont toutes jeunes. Ce ne sont pas les mains qu'elles présentent, c'est encore des petits points rageurs, serrés, striés de rouge, comme la peau d'un petit marcassin. Mais peu après, ces belles jeunes filles deviennent des Shivas, aux 1000 mains avec lesquelles elles m'offrent une danse du voile. Ces pétales striés de mauve, de pourpre, un peu de violet, j'ai l'impression qu'elles veulent me séduire. Mais bien sûr qu'elles veulent me séduire. Et comment pourraient-elles ne pas me séduire? Je le suis totalement. Et à ce moment-là, une impression extrêmement forte. Comment imaginer, tant qu'existeront de telles fleurs, tant qu'existera un être capable de les voir et de s'en émerveiller comme cela, comment imaginer que le malheur absolu puisse exister sur Terre? La beauté est également une garantie contre le malheur absolu. Je regarde l'heure pour ne pas outrepasser le temps. Dernier souvenir humain cette fois-ci, qui remonte à très loin. Vous voyez, il me revient alors que je vous parle. J'ai 20 ans à ce moment-là. Je marche déjà depuis très longtemps. Et je suis dans le massif de l'Estérel. J'ai fait une très longue marche dans ce paysage assez sec mais très beau avec ses vues. Et puis, alors que je reviens vers l'auberge de la jeunesse du Treillasse, où je me trouve, je me mets à sentir une odeur singulière de brûlé. Je crains qu'il y ait le feu. Le Mistral s'est levé, il souffle. Puis rapidement, je vois une fumée de plus en plus dense. Il n'y a pas de doute. L'incendie est là assez rapidement. Non seulement l'incendie est là, mais il est vraiment là. Et je me demande si je vais parvenir à rejoindre l'auberge de la jeunesse du Treillasse. Et puis j'y parviens. Le feu est là déjà. Il entoure le bâtiment. Tous les jeunes filles, jeunes hommes sont là. Rapidement, ils sont rejoints par des pompiers avec une citerne pour essayer de préserver au moins le bâtiment. Il y a des grands arbres, des grands pins qui se mettent à prendre feu. À ce moment-là, il y a 2 jeunes filles qui remontent de la plage. Elles sont à l'auberge de la jeunesse. Elles sont en slip de bain avec un débardeur court, je me le rappelle. L'une d'entre elles est blonde, couleur de blé. Elles sont effrayées, elles ne savent pas trop quoi faire.
Le feu semble très proche de l'auberge de la jeunesse, et puis le chemin derrière elle est coupé. La fumée est intense. Alors, peut-être leur beauté, mais malgré leur absence, je me serais précipité, je me précipite pour essayer de les guider vers l'auberge. Il y a au moins des gens pour nous défendre du feu. Et là, d'un seul coup, au moment où nous passons, le grand arbre sous lequel nous passons s'embrase, avec des flammèches qui se mettent à partir de tous les côtés. Et dans cette atmosphère totalement dantesque, je vois le visage de cette jeune femme, blonde, les yeux d'un bleu extrêmement clair, une très grande beauté, effrayée, la splendeur de la blonde de l'Estérel. Des fois, et peut-être vous ce soir, lorsque j'arrive à évoquer avec tant d'émotion la beauté de ce que j'ai rencontré, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti, me pose la question de l'esprit, de la spiritualité, de Dieu. Mais voyons, Monsieur Kahn, vous vous dites vous-même laïque. Vous nous avez dit que, catholique dans votre enfance, vous avez, à l'âge de 15 ans, perdu la foi. Mais est-ce bien vrai? En êtes-vous bien sûr? Est-ce que un homme sans foi, mais avec loi, pourrait vibrer autant à la magnificence de la nature? Comment ne voyez-vous pas l'esprit dans cette magnificence? Et puis, nous savons, vous avez dit votre émotion à Conques. Vous avez dit votre émotion lorsque, pour la première fois, vous n'avez pas prêché, mais fait un discours de carême à Notre-Dame de Paris. J'y pensais il y a peu de temps, lorsque les sermons de carême ont été remplacés par un dialogue entre un clerc et un laïc. J'ai été le laïc. Et de fait, je me rappelle ce moment inouï, où je suis dos au cœur, devant la nef remplie de fidèles. Par la rosace, c'est l'après-midi. Le soleil bas de mars entre et je suis enveloppé, moi et Jean Vanier qui parle avec moi, nous sommes enveloppés de flammèches de la rosace. J'y pensais il y a peu de temps lorsque j'assistais en pleurs à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Quand on m'entend parler comme cela, on ne peut pas vous croire réellement. Évidemment que vous êtes spiritualiste. Évidemment. Et alors il faut que je m'en explique. Oui, je suis spiritualiste. Bien entendu. Je suis éperdument spiritualiste. Lorsque je suis dans tous ces premiers matins du monde répétés chaque matin, lorsque je suis dans le paroxysme ultime du crépuscule, avant que les ténèbres ne l'emportent passagèrement, lorsque je suis dans la gloire de cette aube lumineuse dont je vous ai parlé, lorsque montant vers le sommet, j'entends le torrent qui cascade de pierre en pierre, dont je vois gicler les étincelles d'argent en contrebas, à travers les genêts odorants qui dévalent vers le torrent, et que je décris tout cela, comment pourrais-je ne pas croire à l'esprit? Bien évidemment, je crois à l'esprit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que peu importe, à ce moment-là, de l'esprit dont on parle, qu'il s'agisse de l'esprit de ceux qui croient au ciel, ou bien de l'esprit de ceux qui n'y croient pas. Maintenant, malheureusement, vous savez, personne n'est parfait, et Sœur Simone le sait, je l'ai avoué, pas à confesse, mais il y a longtemps, moi, je fais partie de ceux qui n'y croient pas. Mais
j'aurais été avec Sœur Simone qui y croit, elle aurait eu exactement le même sentiment. On a l'impression, à ce moment-là, qu'en nous, il y a quelque chose qui ne veut pas rester en nous, qui doit sortir de nous. Quoi que ce soit. Pour moi, c'est moi. Ce peut être Dieu, peut-être. Ce peut être Dieu. Et alors, il va embrasser la nature. Il va vibrer avec la nature. Il va s'y répandre. On ne va faire qu'un avec cette vibration de ce qui était à l'étroit dans notre être. Cela peut être partagé entre les personnes. Je suis évidemment profondément spiritualiste, je le suis. Je voudrais évoquer également le rapport au corps, pour beaucoup de raisons. De la même manière que il n'y a pas de bonheur sans pensée, il n'y a pas de bonheur absolu sans le corps. Il y participe si souvent. Quand je dis qu'il n'y a pas de bonheur sans pensée, je m'explique. Nous sommes tous sensibles à des bonheurs multiples. Nous avons fait un très bon repas, nous avons une relation extrêmement tendre avec un petit bébé, avec nos enfants, avec un homme, une femme, et ça fait partie des bonheurs de la vie, bien entendu. Mais quand on y réfléchit, chacun de ces bonheurs est relativement bref. Et qu'est-ce que ça serait s'il n'y avait pas la pensée qu'on va le connaître et le souvenir qu'on l'a connu? Donc il n'y a pas évidemment de bonheur humain sans pensée humaine. Et pour certains des exemples que je viens de vous donner, il est difficile d'imaginer un bonheur humain sans corps humain. Et la marche est un dialogue singulier avec le corps. Ce dialogue singulier avec le corps, il évolue singulièrement tout au long de la vie. Pour le marcheur expérimenté, jeune, j'ai connu cela jusqu'à facilement 60 ans passés, le corps est un presque allié 100% des cas. Le marcheur au long cours, qui marche des milliers de kilomètres, lorsqu'il se met en route, connaît tout d'abord 2-3 kilomètres un peu difficiles de remise en route, de dégrippage des articulations, les douleurs, et tout cela s'estompe. Et puis, entre le 5e, le 3e, 5e kilomètre et le 30e, 35e kilomètre, quand il n'y a pas de grosses difficultés, de gros dénivelés, alors c'est merveilleux. Le marcheur, il est comme sur un tapis volant. Il a l'impression qu'il irait jusqu'au bout du monde. La marche cesse d'être un sport. Il est ouvert au monde. Il est ouvert à la joie. Il est ouvert au bonheur. Il est ouvert à tout. Le corps se fait oublier à ce moment-là. Il se rappelle au souvenir du marcheur lorsque les difficultés deviennent grandes, lorsque on atteint le 35e, 40e, 42e kilomètre, 45e kilomètre, ça arrive. Voilà. Mais plus tard, les choses sont différentes. Tout se passe comme si le corps commençait à vouloir prendre sa revanche. Comme si le corps tenait un discours au marcheur. Écoute, tu exagères, tu nous as beaucoup utilisés. À mon avis, moi, le corps, tu nous as exploités, tu m'as exploité. Et maintenant, il ne faut plus rigoler. Tu nous en demandes trop. Alors, le corps a cessé d'être silencieux. Le corps est incroyablement bavard. Aïe, j'ai mal là. Aïe, le genou droit. Aïe, le genou gauche. Ouille, l'épaule. Vous savez bien, on dit, à un certain âge, quand on se réveille et qu'on a mal nulle part, c'est qu'on est mort. Ce qui est évidemment totalement vrai. Lorsque le marcheur au long cours est confronté
à cette révolte du corps. Il commence par le prendre de haut. Moi, je suis l'être, le marcheur. Je suis l'esprit. Toi, tu es la mécanique. Toi, tu es l'intendance. L'intendance ne va pas prendre le pouvoir. Et donc, marche ou crève. Et tu verras, on ne crèvera pas. Marche. Et ça marche. Le corps est un incorrigible bavard. Il cause tout le temps, mais ça passe. Et puis, il y a un moment où ça passe plus. Cela m'est arrivé. Je vais vous le raconter. J'étais avec mon épouse dans un paysage que je connais depuis 30 ans au moins, 40 ans peut-être, parfaitement dans les Hautes-Alpes, un paysage vraiment de haute montagne, difficile, dans la vallée de Dormillouz, de Fressinière. Ceux d'entre vous qui connaissez, c'est un endroit très singulier, le dernier endroit où ont pu survivre les Vaudois lors de l'épopée des Vaudois. La vallée de Fressinière est extrêmement profonde et les sommets vont à 3000 mètres. Donc on est dans la vallée entre 1100 mètres, elle s'arrête à 1400 mètres. Et quand on veut monter vers les crêtes, eh ben on monte vers les 3000. Et évidemment, ça fait des dénivelés tout à fait considérables. Ce sont les paysages dans lesquels ont vécu ces Vaudois, ces prêtres vaudois, ces responsables des cultes qui allaient d'une communauté à l'autre, échappaient au sergent du roi ou de l'évêque qui menaçait autrement, et il les brûlait carrément. Et j'ai toujours trouvé très extraordinaire d'être dans cette montagne rude, difficile, où pendant des centaines d'années, des hommes et des femmes ont réussi à survivre comme cela, dans cette extraordinaire magnificence. Et donc justement, je suis cette année-là à l'occasion de la fête du pain. La fête du pain, lorsque, vous savez probablement l'histoire des Vaudois, en 1529, je crois, quelque chose comme ça, les Vaudois ont rejoint la religion réformée. Et donc les Vaudois, maintenant, les anciennes populations vaudoises, sont des protestants un peu particuliers, mais enfin sont des protestants. Il persiste une église vaudoise en Italie, mais l'église vaudoise française fait partie du protestantisme. Et dans cette vallée de Fressinière, la population est à peu près divisée de moitié. Les protestants, qui sont les anciens vaudois, et les catholiques. Et malgré les siècles, c'est resté deux communautés. On ne se marie pas entre communautés, ou très peu. Il se trouve que nos hôtes, nos hôtesses où nous allons est un couple mixte, il y en a très peu. Mais alors c'est extraordinaire parce que quand le couple s'engueule, eh bien la femme traite son mari de parpaillot et il lui rétorque en la traitant de papiste. Et donc il y a quelques années, ces communautés ont décidé de faire une fête écuménique qui est la fête du pain. Elle est concélébrée par un évêque, en règle générale, un évêque retraité qui est à Gap, dans les Hautes-Alpes, et assez souvent le pasteur principal de la région PACA, qui monte jusque-là. Donc il y a un office religieux, il y a une communion dans les deux espèces, il y a un échange du pain entre les fidèles, et puis il y a tout un cérémonial. Et j'ai été invité plusieurs fois à participer, à parler éventuellement à cette fête du pain. Et après cette fête du pain, le lundi, le mardi et le mercredi, je m'étais prévu un scénario et un programme de randonnée très difficile. Le premier jour, un tour d'une montagne en face, difficile, qui fait une vingtaine de kilomètres et plus de 1500 mètres de dénivelé. Le deuxième jour, également 1500-1800 mètres de dénivelé, le tour des Trois Lacs, un peu moins long mais extrêmement pentu, et déjà je ne vais pas très bien. Et le troisième jour, je décide de me rendre au col de Fressinière, le col d'Orsières, qui est justement le col qu'utilisaient les Vaudois lorsqu'ils allaient d'une communauté à une autre. C'était le seul endroit pour passer du Drac, du Gap-en-Sey,
dans ces vallées qui sont perpendiculaires à la vallée de la Durance. Et je le connais très bien, j'y suis allé maintes fois. Il est à 2850 mètres d'altitude, et donc on part de 1100 mètres d'altitude, c'est une rude montée. Je ne sais pas combien de fois j'y suis monté, c'est aucun problème. Je le faisais presque en courant, j'exagère, c'est rude quand même. Mais j'ai 73 ans, ce jour-là, je sens que c'est difficile. Je suis fatigué déjà, les 2 journées qui ont précédé, je suis fatigué. Je mets ça sur le compte d'une mauvaise alimentation, et assez rapidement je me rends compte que probablement j'y arriverai pas. À 2300 mètres d'altitude, j'ai envie de vomir, je suis incapable de faire un pas, il reste plus de 500 mètres de dénivelé. Je fais quelque chose qui est inouï, qui ne m'est jamais arrivé. J'abandonne. De ma vie, je n'avais jamais abandonné. Jamais. Jamais. Je m'assois, je m'adosse à une grande pierre, je suis effondré. Je vous ai dit, je suis un homme qui marche. Je ne sais pas si je puis être sans marcher. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je tant vécu que pour cette infamie? Ce bras, ces jambes, qu'avec respect. Et là, je n'ai pas de Rodrigue pour me venger. Ma situation est bien pire encore. Je suis désespéré, vraiment, je suis vraiment désespéré. Et alors je revois la scène, comme ça sans me rendre compte, de la main droite, je bats l'air, je m'envolais peut-être, et puis je sens un buisson épineux, c'est un framboisier sauvage. J'ouvre les yeux, il y a là une baie, une framboise, je la saisis, je la regarde, je la mets sur ma langue, elle l'emporte sur le désespoir de l'instant, elle est succulente. Et je regarde un peu en bas, il y a des lys de Saint-Bruno, des astères des Alpes, il n'y a plus de ces fleurs, des lys martagon qu'on a croisées un peu plus bas, de l'eau cascade de partout, des hauts sommets. Le paysage est fantastique. De l'autre côté, on voit de l'autre côté de la Durance le Queyras, un paysage totalement inouï. Au loin, le col que je n'atteindrai pas, et c'est d'une grande beauté. Et alors, je me mets à conclure une nouvelle alliance, un nouvel accord, un compromis pour la première fois de ma vie, un compromis entre mon corps et moi. Écoute, mon corps, j'ai compris. Ce coup-ci, cette fois, c'est toi qui l'as emporté. Là, je dois dire, en effet, tu m'as eu. Tu n'as pas voulu aller plus loin et on n'est pas allé plus loin. Alors maintenant, si tu veux bien, chaque fois que nous nous engagerons, car on continuera de s'engager, on en parlera, toi et moi, avant. Et on fera ce qu'on peut faire. Il y a tant de forêts, de vallées et de collines, et de plateaux et de hauts plateaux. Le césalier n'est pas si haut. Les fleurs que j'ai dites. J'adore les bois profonds, son gibier en toute saison. Tu verras mon corps, ce sera bien. Et tu sais mon corps, si tu veux, parfois, pas souvent je te promets, parfois, on se fixera un objectif un peu difficile. Ah, il n'est pas sûr qu'on l'atteigne, mais aide-moi quand même à l'atteindre. Si jamais on l'atteint, toi et moi, qu'est-ce que ce sera bien? Et alors je suis reparti, voyez-vous, et je posais la question, grâce à la marche, peut-on être heureux jusqu'au bout du chemin? Ma réponse est oui, mesdames et messieurs.